Moi, je vais vous parler de culture intermédiaire et d'impact de ces cultures intermédiaires sur les bilans d'azote et de carbone. J'ai fait un petit rappel de la dynamique de l'azote en interculture avec et sans culture intermédiaire. En gros, en rouge, ce que vous avez, c'est la dynamique de l'azote minéral du sol au cours du temps, à partir du mois de la fin d'août, par exemple, où on est dans une interculture longue, donc on est sur un sol nu, donc on a une phase où on augmente la minéralisation d'azote du sol parce qu'on a la minéralisation de la matière organique du sol qui a lieu. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, à partir de là, dans cet exemple-là, à partir du mois de décembre, un début de drainage, et donc on va avoir de la lixiviation, donc de l'azote qui va être perdu par lixiviation, de l'ordre de 40 kg dans cet exemple-là, et donc il va venir diminuer le stock d'azote minéral du sol. Dans le cas où on va mettre une culture intermédiaire, cette culture va venir prélever l'azote du sol. On va du coup avoir cette fois-ci la courbe verte, l'azote minéral du sol qui va diminuer. Et au moment où la période de drainage va démarrer, on va se retrouver avec une quantité d'azote dans le sol qui est susceptible d'être lixiviée, qui est beaucoup plus faible que dans le cas où on a laissé un sol nu. Et donc on va avoir au final une lixiviation d'azote qui est beaucoup plus faible que dans la situation où on a laissé un sol nu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle typiquement l'effet SIPAN, l'effet piège à nitrate des cultures intermédiaires. Une fois qu'on a détruit la culture intermédiaire, quand je parle de culture intermédiaire, je parle de culture dont on n'exporte pas les résidus, donc les résidus de culture restent dans la parcelle. Donc dans ce cas-là, dans cet exemple-là, voilà, ils sont enfouis au moment de la destruction, et donc progressivement, ils vont se reminéraliser, et donc on va avoir de l'azote minéral de ces résidus, enfin de l'azote de ces résidus qui va être minéralisé au cours du temps, qui va venir enrichir le pool d'azote minéral du sol. Et dans cet exemple-là, on va se retrouver au final, au mois de mai, avec une minéralisation, enfin une quantité d'azote minéral du sol qui est plus importante dans le cas où on a eu un précédent culture intermédiaire par rapport à celui où on a eu un sol nu pendant la période d'interculture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça va faire en fait un effet engrais vert de la culture intermédiaire qui va pouvoir se traduire par un impact positif sur la culture suivante. Donc ça, c'est cet effet positif sur le stock minéral d'azote en sortie d'hiver n'est pas toujours observé. On peut avoir ce qu'on appelle des effets de compétition préemptive. Donc là, c'est illustré par un autre exemple où finalement on a aussi le développement de la culture intermédiaire et une diminution du coup en bleu du stock d'azote minéral du sol par rapport à la situation où on a laissé un sol nu. On a bien réduit la lixiviation comme dans la situation tout à l'heure, mais on est dans un cas où la lixiviation a globalement été moins forte sur le sol nu. Et finalement, la culture intermédiaire a prélevé de l'azote qui serait resté disponible dans le sol pour la culture suivante sous forme minérale. Et on va se retrouver en sortie d'hiver et au moment où on a l'implantation de la culture suivante avec un stock d'azote minéral du sol qui est inférieur à une situation où on aurait laissé le sol nu pendant la période d'interculture. Cet effet il va pouvoir être accentué dans le cas où on va avoir une destruction tardive ici. Donc là c'est la même situation, juste on laisse la culture intermédiaire plus longtemps en place, on la détruit début février. Donc elle prélève plus d'azote dans le sol. Cet azote, il n'aurait pas été lixivié si on avait été en sol nu et du coup on se retrouve avec un stock d'azote au moment du développement de la culture suivante qui est encore plus faible. Pourquoi ça ne minéralise pas en novembre juste? Je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de minéralisation de la culture intermédiaire, la destruction Si, je ne l'ai pas représenté, mais il y a la minéralisation et elle se traduit notamment par l'augmentation qu'on voit ici de l'azote minéral du sol. C'est juste que je ne l'ai pas remis sur le graphique. Et donc du coup, voilà, dans ces cas-là, on va se retrouver avec un stock d'azote moins important, une disponibilité en azote moins importante pour la culture suivante, et on va typiquement trouver ce genre de compétition préemptive dans des cas où on est sur des hivers secs, où on a peu de drainage, du coup on avait un faible risque de lixiviation, et on a finalement prélevé dans la culture intermédiaire de l'azote qui serait resté disponible dans le sol pour la culture suivante.
Donc ici, c'est les résultats d'une méta-analyse qui a été faite en 2012 sur les effets des cultures intermédiaires sur la lixiviation d'azote. Donc c'est des résultats sur des essais expérimentaux, sur les quantités d'azote lixivié ici et sur la concentration nitrique des eaux de drainage ici. Et donc vous avez à chaque fois, dans ces expérimentations, on avait toujours une version avec et sans culture intermédiaire, donc c'est pratique pour pouvoir comparer. Et donc ce qu'on constate, c'est que systématiquement, avec culture intermédiaire, on se retrouve avec une quantité d'azote lixivié qui est toujours inférieure à la quantité d'azote qui est lixivié sans culture intermédiaire. Donc c'est pour ça, vous voyez qu'en fait, tous les points ils sont en dessous de la bisectrice. Ça veut dire que par exemple, si on prend ce cas ici, en sol nu, on avait à peu près lixivié 40 kg d'azote, et avec la culture intermédiaire, on en a lixivié 10. Donc voilà, donc si on fait une régression qu'on calcule en moyenne combien on a de réduction de lixiviation, on est de l'ordre de 55% de réduction en moyenne de l'azote lixivié. Et ça se répercute évidemment sur la concentration nitrique, où on a aussi des concentrations nitriques qui sont beaucoup plus faibles avec culture intermédiaire que sans culture intermédiaire. Et avec, d'ailleurs, si on regarde le seuil réglementaire des 50 mg par litre, on est dans beaucoup de cas en dessous de cette quantité-là. Donc ça c'est pour l'aspect efficacité CIPAN, sachant que dans ces expérimentations on avait des espèces de graminées, de crucifères, de légumineuses et dans quelques cas des mélanges qui étaient testés. Et on a généralement des effets plus importants et des meilleures réductions de la lixiviation d'azote avec des crucifères, des graminées qu'avec des légumineuses. Les effets, du coup, comme je viens de le dire, ils vont dépendre des espèces qu'on implante, ils vont aussi dépendre des dates d'implantation. Donc là, c'est un exemple sorti de simulation à l'échelle de la France sur différents sites climatiques. Donc ici, on a plutôt un site méditerranéen avec un été très sec et un automne assez chaud. Et ici, on est plutôt sur un site du nord, froid et humide. Et ce qu'on constate, c'est que si on regarde, ici c'est une date de levée au 25 juillet. Et donc on voit que sur le site du sud, on a des très mauvaises performances de la culture intermédiaire parce qu'on a des problèmes de stress hydrique. Et que pour ce site-là, une date de levée au 25 août ou au 10 septembre est beaucoup plus efficace pour avoir un couvert qui se développe et réduire la lixiviation d'azote. Tandis que sur le site froid et plus humide, c'est plutôt des dates précoces qui vont permettre un bon développement parce qu'on profite des hautes températures de l'été. On n'a pas trop de contraintes hydriques et du coup c'est là qu'on va avoir les meilleures efficacités pour réduire la lixiviation. Voilà, on voit aussi sur ces graphiques des effets de date de destruction. Donc là c'est pour une même date de levée, l'effet d'avoir une destruction de plus en plus tardive, ici au 1er octobre, ici au 10 mars. Et en fait, on voit que plus on laisse la culture intermédiaire longtemps, plus on a un effet important sur la réduction de la lixiviation, jusqu'à un certain point, dans ce cas-là, à peu près à partir du 10 décembre, on ne va pas améliorer significativement l'effet de la culture intermédiaire pour réduire la lixiviation d'azote. Concernant la minéralisation des résidus de ces cultures intermédiaires, donc ici, ce sont des essais qui ont été faits en laboratoire, en incubation pour regarder la minéralisation des résidus. Et donc, il y a beaucoup de courbes parce qu'il y a plein de différentes cultures intermédiaires qui ont été testées dans cette expérimentation-là. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de ce schéma-là, c'est que plus on a donc la minéralisation de l'azote au cours du temps, donc plus finalement le rapport C sur N de la culture intermédiaire, qui sont indiqués ici, plus il va être faible, c'est-à-dire plus le résidu va être riche en azote, plus il va avoir tendance à faire une minéralisation directe des résidus qui va aller jusqu'à peu près 40% de l'azote qui a été acquis par la culture intermédiaire qui va être reminéralisé dans les 160 jours qui suivent. Et par contre, si ce résidu a un rapport C sur N qui est élevé et donc qu'il est pauvre en azote, on va avoir une phase d'immobilisation de l'azote minéral du sol. En fait, la biomasse microbienne va immobiliser l'azote minéral du sol pour pouvoir dégrader le résidu et donc diminuer la disponibilité en azote du sol, en azote minéral du sol. En termes de conséquences que ça va avoir pour le rendement, donc ici c'est un travail qui a été fait d'une méta-analyse sur l'ensemble des résultats d'impact des cultures intermédiaires sur le rendement de la culture suivante.
Donc vous avez ici, ça c'est le nombre de cas qui se retrouvent avec une variation donnée du rendement par rapport à une situation où on n'a pas de culture intermédiaire et où la culture est fertilisée. Et donc en fait vous avez en gris clair, c'est les couverts non légumineuses, sachant que la culture derrière est fertilisée comme la version avec le sol nu. Et en noir, c'est des cultures intermédiaires de légumineuses pures, mais dans ce cas-là, la culture suivante n'est pas fertilisée. Et donc ce que montre cette étude, donc sur l'ensemble des travaux qu'ils ont étudiés, c'est que dans la majorité des cas, les non-légumineuses n'ont pas d'impact significatif sur le rendement, donc on voit que la majorité des cas se trouvent ici. On a quelques cas où on peut avoir des effets négatifs, quelques cas où on a des effets positifs sur le rendement de ces cultures. Donc ça, évidemment, ça dépend des conduites de ces cultures notamment et des situations pédoclimatiques dans lesquelles elles se trouvent. Et sur les légumineuses, on voit que des légumineuses non fertilisées, avec une culture derrière qui n'est pas fertilisée, arrivent à avoir, dans la majorité des cas, des rendements qui sont quand même très proches de la culture qui est fertilisée. Et ce qu'estiment ces auteurs, c'est qu'avec des légumineuses, si on a un azote acquis supérieur à 110 kg par hectare, on atteint le même rendement qu'une culture fertilisée. Donc voilà, hier j'ai donné un chiffre qui n'était pas le bon et du coup je l'ai vérifié. Bientôt pour avoir le bon chiffre cette fois-ci. Concernant les effets des mélanges, donc là il y a eu des expérimentations qui ont été faites avec des mélanges de légumineuses, non légumineuses, l'idée étant d'essayer d'allier ces effets piège à nitrate et engrais vert, essayer de concilier ces deux effets. Donc c'est des essais qui ont été faits sur 3 sites dans le cadre de la thèse d'Hélène Tribova. Et donc ce qu'a montré Hélène dans sa thèse, alors je vais faire très brièvement et juste quelques résultats, parce que enfin, voilà, on va en faire une partie, mais c'est que globalement, du point de vue de la lixiviation, donc là c'est l'exemple sur le site d'Osville, c'est que déjà par rapport au sol nu, donc là vous avez la lixiviation par rapport au sol nu, les cultures intermédiaires ont permis de réduire la lixiviation, moins pour les cultures de légumineuses pures. La meilleure efficacité, c'est avec les non-légumineuses, et on voit qu'avec les mélanges de légumineuses non-légumineuses, en moyenne, on arrive à réduire assez fortement et on se rapproche de l'impact des cultures pures de non-légumineuses. Si on regarde du point de vue de la minéralisation des résidus de ces cultures, sur les 3 sites, sur les non-légumineuses pures, on a dans les 6 mois environ 10 kg, entre 0 et 10 kg qui sont reminéralisés dans les 6 mois suivants. Quand on fait des légumineuses pures, c'est là où on a le plus d'azote qui est reminéralisé et donc disponible pour la culture suivante, on est de l'ordre de 35-40 kg d'azote. Et avec les mélanges, on arrive à peu près un peu plus de 20 kg d'azote en moyenne qui est disponible au bout de 6 mois. Sachant que les mélanges les plus performants de ce point de vue-là sont différents selon les sites sur lesquels on se trouvait. Dans le cadre de ces expérimentations, c'était plutôt de la Faceli Vespour Osville, Navette Fèvre Lavignan et Recra Italie Cofouragé à Lyon. Donc des performances de mélange qui dépendent des sites pédoclimatiques sur lesquels on se trouve. Donc ensuite, elle a regardé quels étaient les mélanges du coup, qui permettaient de concilier au mieux les effets SIPAN et les effets engrais verts, sachant qu'elle regarde l'effet SIPAN par rapport à l'effet des non-légumineuses en moyenne et l'effet engrais vert par rapport à l'effet des légumineuses pures en moyenne. Et donc, si on regarde ici, donc, pour chacun des 3 sites, en gros, ça ce sont les mélanges qui permettent de concilier au mieux les deux services, effet SIPAN et effet engrais vert. Et on voit que d'une part, selon le site, ce ne sont pas les mêmes mélanges qui ressortent, donc vous les avez écrits là, et qu'on n'atteint pas 100% de l'effet des cultures pures, mais qu'on arrive quand même à avoir des niveaux de service de ces deux services qui sont assez élevés en utilisant les mélanges. Maintenant, je vais vous parler un peu des effets long terme des cultures intermédiaires sur l'azote et le carbone. D'abord sur le stockage de carbone, donc ce qui a été montré, c'est que les cultures intermédiaires elles permettent d'augmenter significativement le stock de carbone du sol. En moyenne de 292 kg en climat tempéré, avec une variabilité très forte selon les situations.
Donc là, c'est dans le cas où dans les systèmes de culture, on met des cultures intermédiaires quasiment tous les ans ou tous les 2 ans, enfin voilà, avec une fréquence élevée d'introduction de cycle ouvert. Donc en milieu tempéré, on est à peu près sur une quinzaine d'années, c'est 292 kg en moyenne, et avec un facteur de conversion, c'est-à-dire un taux d'humification du carbone des résidus de culture intermédiaire qui est très important, qui est de l'ordre de 30%. On considère que pour des pailles de blé, c'est plutôt de l'ordre de 15-20%. Donc ce stockage de carbone, il s'accompagne aussi d'un stockage d'azote organique dans le sol. C'est ce qu'on a montré sur 3 sites du nord de la France que vous avez présenté sur la petite carte. Là, avec des sites assez contrastés en Bretagne jusqu'à la Champagne, sur lesquels il y avait des cultures intermédiaires tous les ans, soit de moutarde, de régras italien ou de radis. Et on a montré que oui, on avait bien une augmentation significative des stocks de carbone après une quinzaine d'années et que ça s'accompagnait également d'une augmentation du stock d'azote, donc de l'ordre de 220 à 380 kg par hectare sur la totalité de la période selon le site sur lequel on se trouvait. Et que cette augmentation de stock d'azote, bon voilà, donc là vous avez représenté ce que je vous disais, la quantité de carbone qui est rentrée par les cultures intermédiaires tous les ans et là, du coup la quantité de carbone qui est stockée dans le sol. Donc là vous avez représenté chacun des sites et donc voilà, on stockait en moyenne sur ces sites entre 80 et 240 kg de carbone par hectare et par an. Et donc, ce stockage supplémentaire de carbone et d'azote, surtout, se traduit par une minéralisation supplémentaire par rapport à une situation où on aurait laissé l'interculture en sol nu. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Donc, vous avez pour les 3 sites la minéralisation en plus dans les systèmes qui ont eu des cultures intermédiaires par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Et donc voilà, donc ça fait une fourniture finalement en azote minéral du sol qui est supérieure dans ces systèmes où on a eu des cultures intermédiaires régulièrement qui ont permis d'augmenter la matière organique du sol et donc ont permis d'augmenter la minéralisation basale du sol. Bon, avec une variabilité entre les sites, évidemment, enfin, dans ce qu'on a mesuré en tout cas. Cette minéralisation supplémentaire, donc qui est représentée ici, en gros, donc tout ça c'est en minéralisation supplémentaire, elle se traduisait sur la culture suivante, sur ces sites-là, par une augmentation du prélèvement d'azote donc pour les cultures de vente, sachant qu'on a exclu les légumineuses de cette relation-là. Voilà, donc on avait une relation significative entre l'augmentation de la minéralisation liée aux cultures intermédiaires et le prélèvement d'azote par les cultures de vente. Et si on regarde l'impact sur le rendement, donc ici c'est l'exemple sur le site de Tibi. Alors les premières années, donc vous avez le 100%, c'est le rendement qu'on obtient sur les cultures quand on a sur le système qui n'a pas de culture intermédiaire, donc qui est en sol nu. Et donc vous avez pour le pois en bleu, la betterave en rouge et le blé en vert, la variation du rendement. Donc on voit que les premières années, il y a eu, enfin voilà, la gestion de la culture intermédiaire devait être adaptée, du coup et on a eu des effets négatifs sur le rendement de la culture, mais par contre au bout de quelques années on a des effets positifs sur le rendement, avec des rendements sur le blé de l'ordre de 10% plus élevés sur les systèmes avec culture intermédiaire que sur les systèmes sans culture intermédiaire. On voit aussi cet effet sur la betterave, et par contre pas d'effet significatif sur le pois, donc voilà, suggérant que c'est plutôt un effet azote qui est observé, et le pois dans la fixation symbiotique n'est pas impacté par cet effet-là. Et finalement, on a poursuivi, on a extrapolé l'évolution des stocks de carbone, des stocks de carbone aussi, mais là c'est de l'azote que je présente, par des simulations avec le modèle de culture Styx. Et donc vous avez l'évolution du stock de carbone lié à la culture intermédiaire. Et voilà, ce qu'on montre finalement, c'est que sur ces 3 sites, on atteint, on a un effet qui est assez fort les premières années, donc un stockage important, et puis on arrive à un effet qui a tendance à se stabiliser au bout de entre 25 et 40 ans. Et que finalement, ces cultures intermédiaires permettaient à Boenneville et à Tibi de maintenir le stock de matière organique du sol, alors qu'à Kerlavik, on avait une diminution parce qu'on était sur un précédent prairie avant. Mais du coup, on limitait quand même la diminution du stock d'azote du sol. Voilà. Donc, en petite conclusion, donc ce qu'on montre, c'est que les cultures intermédiaires, elles sont nécessaires, elles sont efficaces pour limiter la utilisation d'azote. Il faut évidemment adapter leur gestion au pédoclimat.
qu'on a un effet engrais vert qui est favorisé par les résidus à faible céssurène, rapport céssurène, et par les légumineuses qui ont en général des céssurènes assez faibles et en plus apportent de l'azote par le biais de la fixation symbiotique. Que pour concilier les effets piège à nitrate et engrais vert, les mélanges bispécifiques légumineuses sont une voie intéressante. Et finalement, à long terme, on a des effets positifs sur le bilan gaz à effet de serre de façon générale, via le stockage de carbone, en tout cas un stockage important qui est rapide, important au début et puis après qui se stabilise, et que ça permet une réduction possible de la fertilisation minérale pour la culture suivante, qui a été estimée de l'ordre de 20 à 25 kg d'azote par hectare et par an. Voilà. Je peux envoyer la première bombe. En fait, c'est exactement la même question qu'on t'a posée hier, mais je pense que c'est bien qu'on la rediscute ici. Si dans certains systèmes, pour d'autres objectifs que l'azote et tout ça, on voulait fertiliser des couverts et ne pas respecter la réglementation, quel impact ça aurait sur la croissance des couverts, leur capacité à pomper cet azote et encore plus, avoir un effet sipant plus important et tout ça, et quels bénéfices ou inconvénients ça pourrait apporter sur le rapport céssurène de ces couverts, la minéralisation, la culture suivante, enfin, voilà. Du coup, quel avantage ou inconvénient ça peut amener? Alors, fertiliser les couverts, moi je ne me prononcerai pas sur la légalité de l'affaire, mais ça dépend en fait si le facteur limitant c'est l'azote dans la croissance des couverts. Si on est sur des systèmes qui sont contraints en eau et que le couvert ne se développe pas bien parce qu'il y a un stress hydrique, du coup mettre de l'azote ça va juste augmenter le risque de lixiviation et donc ça n'aura aucun effet positif. Si c'est qu'on a un sol qui est très pauvre en azote minéral et qu'on a un couvert qui a une capacité à pomper de l'azote importante, par exemple une moutarde, une crucifère qui ont des grosses capacités à pomper l'azote minéral du sol, ça peut permettre au couvert de mieux se développer, du coup de faire une plus grosse biomasse. Ça va consommer plus d'eau, ça peut être problématique dans certains cas, mais ça va séquestrer plus de carbone, donc ça va permettre de stocker plus de carbone à long terme, enfin plus vite en tout cas, de carbone à long terme. Dans une certaine mesure, alors voilà, ça dépend évidemment ce qu'on parle de fertilisation, voilà, c'est 40 kg d'azote. Je ne pense pas qu'on augmente le risque de lixiviation des nitrates si le couvercle se développe bien. Et qu'on est sur des mélanges, si on est sur des mélanges qui sont pas trop légumineuses, parce que du coup c'est quand même les plus performantes pour pomper l'azote. Du point de vue du céssurène, plus on va faire de biomasse, plus on va avoir tendance à diluer l'azote dans le couvert, donc on va avoir des résidus qui auront tendance à avoir des céssurènes un peu plus élevées, donc des dynamiques de minéralisation un peu moins favorables pour la culture suivante. Sachant qu'on peut toujours quand même adapter la date de destruction du couvert pour que cette phase où on peut avoir de l'azote minéral du sol qui est immobilisé pour dégrader les résidus, elle ne soit pas au moment où on sème la culture suivante. Donc ça peut être un moyen de limiter ça. Et du coup, de la même manière, est-ce que ça peut être une garantie d'avoir accès à justement de l'irrigation pour pouvoir mettre de l'eau en interculture, pour se garantir une biomasse et garantir ces fameuses 110 unités d'azote, quitte à broyer le couvert à un moment où justement on veut éviter que les céssurènes évoluent pour que la minéralisation soit bonne l'année suivante pour la culture, sachant qu'on veut être autonome pour ne pas ramener d'azote exogène dans le cadre de Cassis, je sais pas ce que c'est. En termes de robustesse, est-ce que ça peut être... C'est ce que je te disais hier, tu nous déconseilles peut-être de fertiliser, est-ce que tu nous conseilles parce qu'on est en période de restriction aussi. Moi je conseille ni l'un ni l'autre, je dis juste... Non mais du coup, qu'est-ce que ça fait quoi, est-ce que 40 mm d'eau devient agroécologique quoi finalement? Oui, ça c'est plus une question de fond. Si on est limitant en eau et qu'on veut un couvert qui se développe bien, c'est sûr que d'irriguer à la levée, assurer pour le bon développement à la levée, ça va permettre au couvert de bien se développer. Après voilà, ça peut avoir des conséquences négatives sur la gestion de l'eau. Donc... Quand tu as parlé de stockage de carbone avec les 290, c'est dans ton système il y avait des cultures intermédiaires tous les ans ou ça revenait avec une fréquence moins dans la majorité des cas c'est tous les ans. Tes 290 c'est au total sur la période ou c'est par an? C'est une moyenne annuelle. Oui, ce qui fait que tu rentres 1 tonne de carbone par hectare quoi, à peu près avec ça.
Et sur les sites sur lesquels moi j'ai travaillé plus précisément, Karlavik, c'est le site où on a donc celui-là, donc celui qui a stocké le plus par an, c'est celui qui a des cultures intermédiaires que tous les 2 ans, mais avec des couverts qui sont mieux développés et qui sont détruits plus tardivement. Ça fait effectivement un tiers de carbone stocké par rapport à ce que tu rends. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin... Ce qui est élevé quand même. Oui, ouais. On n'a pas d'explication de ça. Parce que trop, par rapport aux coefficients qu'on connaît d'habitude, on est beaucoup plus faible. Oui. Et dans la synthèse, enfin dans l'étude d'expertise qui a été faite sur les cultures intermédiaires, Bruno Marie il a fait une synthèse de tout ça et il retrouve sur d'autres expérimentations des facteurs de conversion qui varient selon les expérimentations, mais il y en a une bonne partie qui sont du même ordre et il y en a pour lesquels c'est beaucoup plus faible. Mais moi j'ai pas d'explication pour ça. Ça veut dire quand même que faire des cultures intermédiaires c'est quand même beaucoup plus efficace que de passer en semi-direct au niveau stockage. Oui. C'est clair. Clairement. Je suis un gars agriculteur dans le modèle présent. Oui, il y en a si tu veux. La structure des sols entre les limons et les arbres. Sachant que des limons, on va plutôt chercher des couverts carbonés pour restructurer la stabilité au limon qui dégrade de plus en plus. Et sur des systèmes plutôt des supports argileux, on va chercher plutôt de l'azote pour ne pas retourner sur de l'azote fossilisé biocarboné. C'est pas pris en compte dans le modèle. Alors la minéralisation du sol dépend du taux d'argile du sol, de la teneur en calcaire, mais pas les aspects structure du sol qui n'évoluent pas dans le modèle. Ça c'est une des limites Parce que ça, de ce modèle-là. C'est vraiment quelque chose qu'on tend à appliquer de plus en plus sur nos parcelles, sur des conseils qui viennent de tout azimut. Et c'est vrai que je pense que c'est très important son choix d'espèce dans le choix du couvert par rapport à son sol. Là c'est une image, c'est une photo de la ferme, on va dire de la ferme France, on ne tient pas compte des sols. Oui, après il y a de la variabilité, c'est sûr, au niveau des sols et il faut adapter en fonction de ça. Je ne connais pas beaucoup de travaux qui s'intéressent à cette question précisément. Et pour combiner à ça, j'ai entendu parler de stockage carbone on ne fait pas forcément en relation avec le semi-direct. Je pense qu'on s'écarte un peu. Dans le débat du semi-direct où justement on cherche à stocker du carbone et où on ne doit pas faire l'impasse des couverts végétaux, il ne faut pas oublier le cumul des deux. Parce que là, c'est des modèles sur travail du sol, j'imagine. Oui, mais après là on a des systèmes en semi-direct. Enfin là, il n'y a pas que du modèle, ça c'est des résultats mesure au champ. Donc on n'a pas de modèle du tout. Et on avait aussi un système en semi-direct, depuis combiné semi-direct, culture intermédiaire, et semi-direct, pas de culture intermédiaire. Et ce qu'on montrait sur ces essais-là, c'est qu'on ne stockait pas de carbone sur le système qui était que semi-direct. Par contre, dès qu'on mettait des couverts plus semi-direct, on stockait, mais autant que sur le système qui était labouré. Donc ça, voilà, c'est les résultats qu'on a eu sur cet essai-là. Et par contre, ce qu'on montre très bien en semi-direct, c'est qu'on change la répartition du carbone du sol, où on a plus un enrichissement en surface, et du coup qui est plus homogène sur les systèmes labourés, puisqu'on travaille le sol et qu'on retourne le sol. Moi, si je peux me permettre, je conseille de lire quand même le bouquin qui a été fait, Faut-il travailler le sol, qui est une synthèse il est sorti en 2014 sur un colloque qui était d'Aralis, où il y a eu des méta-analyses qui ont été faites sur des retraitements de données d'essais de longue durée sur le semi-direct. On a quand même largement revu à la baisse les capacités de stockage en carbone du semi-direct. Donc il faut être très prudent là-dessus, je veux dire. Je dirais que tout dépend de la nature du sol. Parce qu'à un moment donné, on en stocke de trop, parce qu'on s'est focalisé dans notre système. Je parle de ça, parce que ça fait bientôt 10 ans que je pratique sur l'exploitation. On s'est focalisé sur le fait de faire de la biomasse et faire de la limite du carbone. Il y a des moments, les sols ils en deviennent saturés. On n'a pas assez d'azote dans nos systèmes pour pouvoir décarboner. Et puis déplafonner en rendement, parce qu'à un moment donné, on implante dans un sol dépourvu d'azote, et à un moment donné, si on ne met pas un coup de fouet, notamment la ligne de semis, et puis après, et puis 1 cm au bras de ce stade-là du blé, si on loupe ce stade-là avec des sols très carbonés, on perd en rendement tout de suite derrière. Moi, sur la dernière diapo, tu parlais du bilan des effets de serre, mais est-ce que vous avez collecté des données sur les émissions de N2O ?
Oui, il y a eu des mesures de N2O. C'est que j'ai adapté ma présentation d'hier et j'ai oublié de corriger ça. Mais je présentais des choses sur les bilans de gaz à effet de serre. Et ce que montrent les mesures qui ont été faites, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les systèmes avec et sans culture intermédiaire. Donc là, peut-être Nicolas connaît ses résultats mieux que moi, mais de ce que j'en connais, c'est pas d'effet significatif. À long terme, comme on augmente la minéralisation du sol, on augmente un petit peu les émissions de N2O. Mais en termes de bilan gaz à effet de serre, c'est le stockage de carbone qui pèse le plus lourd. Et du coup, on a un meilleur bilan gaz à effet de serre avec culture intermédiaire que sans, même si on augmente légèrement les émissions de N2O. Sans prendre en compte, ça c'est des calculs qui sont faits sans prendre en compte la réduction possible de la fertilisation azotée. Puis t'as le stockage aussi. Et dans la gestion des résidus, exportation des pailles, broyage des pailles, tout ça, c'est des choses qui vont se coupler avec l'interculture, dans la dynamique de l'azote. Ouais. Exportation des pailles de céréales. Oui, parce qu'on sort 20 unités par défaut dans la méthode du bilan là-dessus, mais du coup, comment ça s'intègre Est-ce que ça a été testé déjà la gestion des résidus en lien avec l'interculture. Il y a des vieux travaux, ça, oui. Ouais, Et dans les méta-analyses, ça n'a pas été repris, parce que faudrait le regarder en détail. En tout cas, sur le stockage de carbone, le site de Kerlavik, les résidus sont systématiquement exportés. D'accord. Parce qu'on est sur un système où il y a de l'élevage. Donc c'est du maïs en silage et du blé dont on exporte les pailles. Et on voit qu'on arrive quand même à stocker pas mal avec les cultures intermédiaires qui se développent bien sur ce système-là. Donc voilà, on perd un peu du stockage de carbone des pailles, mais ça peut être compensé. Si on arrive à avoir des couverts bien développés, ça peut être complètement compensé. Surtout c'est des pailles avec un fort séchurène fort. Je vais être obligé de vous couper, parce qu'on a...